toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, on va parler de valeurs refuge. On a effectivement un conflit armé entre l'Iran et Israël qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. On a aussi des risques qui pèsent sur les marchés financiers. J'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc, on va se poser la question, pour cadrer le débat, on va pas parler de toutes les valeurs refuges. L'or est connu pour être une valeur refuge. Le dollar américain aussi. On va se concentrer sur ces deux-là. On a aussi le yen, on a aussi le franc suisse ou autre. On va se concentrer sur celle qui est la valeur refuge par excellence, le dollar américain, et voir un petit peu la tendance comparée à l'or. Alors, les fondamentaux du dollar américain, je vous le dis tout de suite, ils sont absolument abominables. Voilà, ça plante un petit peu le décor. On voit quelques graphes. Alors celui-là, il est incroyable. Donc, le département du Trésor américain avait mis 221 années à accumuler 12 000 milliards de dettes et à accumuler le même montant depuis 2020. Donc en 5 ans, la même quantité de dettes qui avait été accumulée en 221 années. On est vraiment sur des niveaux là exponentiels. On a dépassé les 37 000 milliards de dettes. C'est astronomique. Le déficit budgétaire, bon, maintenant il est à 5%. Au-delà, on a l'impression que c'est chronique. Voilà, on n'est pas en récession. La croissance est correcte, entre 2 et 3%. Mais on est à plus de 5% de déficit, ce qui est très inquiétant. Une petite parenthèse, on n'a aucune leçon à donner. En France, c'est la même chose avec une croissance encore plus molle. La mauvaise nouvelle pour l'administration Trump, c'est que il y a 7 000 milliards de dettes qui arrivent à maturité cette année et qui va devoir refinancer. Vous ajoutez à ça les 2 000 milliards supplémentaires dus au déficit budgétaire. On est à 9 000 milliards de dettes. C'est astronomique. Et notamment avec les taux d'intérêt actuels, on est sur des taux très élevés. Ça, c'est le 10 ans américain. En ce moment, on oscille entre 4,3 et 4,5%. Imaginez les 9 000 milliards de dettes à refinancer à ces taux. Vous le voyez ici, hein, on est à ces niveaux-là. Ils n'avaient pas été vus depuis très longtemps, presque 20 ans. Donc, c'est très inquiétant et pour moi, c'est même intenable. Vous le voyez ici, c'est les intérêts sur la dette, voilà, qui représentent aujourd'hui plus de 4% du PIB américain. C'est le plus gros poste de défense, supérieur à 1000 milliards de dollars. C'est énorme et ce n'est pas tenable. Le bilan de la Fed, réserve fédérale américaine, qui était depuis 1913 resté sous les 1000 milliards de dollars et qui a été multiplié par 9 depuis 2008 avec ces fameux quantitative easing. Donc, pour faire face à une crise de la dette, qu'est-ce qu'on a fait? On a contracté davantage de dettes. Donc, la Banque centrale a imprimé des dollars pour acheter de la dette, principalement de la dette fédérale américaine. Donc, c'était les niveaux à 60 milliards, 80 milliards par mois pour faire baisser les taux. Et couplé à une politique de taux d'intérêt artificiellement bas, on était quasiment à zéro. Ça a permis, en fait, à l'État fédéral de continuer à s'endetter à des prix très modestes. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait un patient en phase terminale, qu'on lui injectait de la morphine. C'est un patient qui a un cancer du poumon. Et avec l'injection de morphine, il se sent bien à nouveau, tout va bien, et il se dit, bon, bah, écoutez, je vais pouvoir fumer tellement je me sens bien. Le problème, c'est que quand on enlève la morphine, le patient, il meurt. Quand on débranche, le patient meurt. Et on en est un petit peu là, en fait. Ça a permis donc au gouvernement de continuer à s'endetter allègrement. Vu le coût de la dette, c'était très facile. Et puis là, maintenant, on est en quantitative tightening, donc une réduction de la taille du bilan de la Banque centrale américaine. Et on voit, comme on l'a vu dans les graphiques précédents, c'est très très douloureux. Et là, on est vraiment sur des niveaux qui sont, je le répète encore une fois, absolument intenables.
Voilà, donc vous le voyez, le dollar, les fondamentaux sont, vraiment très, très, très mauvais. Trump, on pensait avec, ses discours sur le déficit budgétaire qu'il fallait réduire drastiquement, notamment avec l'initiative de Dodge menée par Elon Musk. On pensait qu'il y avait peut-être un espoir de redonner confiance au dollar. Ça n'a pas duré très longtemps, ça dure à peu près 2 mois. Récemment, il y a une Big Beautiful Bill, comme ils l'appellent, qui a été votée au Congrès et qui engage le département du Trésor encore à des milliers de milliards de dollars de dettes supplémentaires. Donc la trajectoire est clairement très inquiétante et ne donne pas confiance quant à la capacité du dollar à rester la valeur refuge par excellence. On voit ici la part du dollar dans les réserves de change internationales. Elle a beaucoup baissé depuis 2017. Vous le voyez, elle était à 60, elle est au-dessus de 44% uniquement. Contrairement à celle de l'or en rouge qui a très fortement augmenté. Les banques centrales accumulent de l'or, on va le voir un petit peu plus loin et je vais vous dire aussi pourquoi. Ce graphe qui est très important, il y a une cassure qui a été faite ici. Ici, c'est les taux d'intérêt réels, donc les taux d'intérêt ajustés de l'inflation. C'est une corrélation qui est inversée avec celle de l'or. La logique est très simple. Si vous si votre banque vous propose un livret à 2% alors que l'inflation est à 0%, vous gagnez en pouvoir d'achat, vous n'avez aucun intérêt à placer votre argent sur l'or qui ne rapporte rien. A contrario, si votre banque vous paye 2% mais que l'inflation est à 4%, vous perdez en pouvoir d'achat et donc autant d'investir sur l'or où vous ne perdrez rien. Voilà. Il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. Le gouvernement a décidé, l'administration Biden a décidé de geler 300 milliards d'avoirs russes en dollars. Et là, pour moi, c'est un signal catastrophique. Les monnaies, depuis qu'elles ne sont plus adossées sur l'or, ne reposent que sur la confiance. Et donc, le message est passé, notamment auprès de la Chine ou à d'autres pays, des BRICS, à d'autres pays qui ne s'entendent pas forcément, qui ne sont pas forcément alliés des Américains. En gros, si on a un différent important, je ne sais pas, la Chine sur Taïwan par exemple, eh bien, du jour au lendemain, on va décider de geler vos avoirs en dollars. Et donc, pour moi, c'est ce qui a été un signal en fait très important, qui a poussé certains pays à ne plus recycler les excédents qu'ils avaient ou les pays qui étaient exportateurs de matières premières qui sont vendus en dollars, ne plus les recycler dans la dette américaine, mais plutôt d'acheter de l'or avec ces dollars. Vous le voyez ici, c'est la détention parmi les acteurs étrangers de dette américaine. La Chine était à 1200 milliards, elle est aujourd'hui à 800 milliards de dette américaine. Elle se désengage progressivement. Elle a été même supplantée par le Royaume-Uni. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Même si le Royaume-Uni est un allié des Américains, elle n'a pas du tout la même capacité d'absorption de cette dette que la Chine. Et je ne vois pas comment la trajectoire de la Chine pourrait repartir à la hausse compte tenu des dernières tensions concernant les tarifs douaniers, les barrières douanières. Voilà, je pense que cette tendance va se poursuivre. Vous le voyez ici, c'est les achats d'or de la part de banques centrales. La ligne représente les achats nets. Donc, comme je vous l'ai dit, les banques centrales accumulent de l'or. C'était les achats déclarés. Là, on voit aussi en bleu les achats non déclarés. Voilà, c'est une estimation. C'est toujours un petit peu un jeu de dupes. Les banques centrales ne veulent pas montrer tout l'or qu'elles détiennent. Pour moi, c'est comme un petit peu une partie de poker. Quand il y aura la discussion pour un nouveau système monétaire international, alors ces acteurs montreront les cartes qu'ils ont. Mais pour l'instant, elles préfèrent accumuler discrètement de l'or. La Chine, ça c'est une étude de Goldman Sachs. On voit en bleu les estimations de Goldman Sachs concernant les achats d'or de la part de la banque centrale chinoise, People's Bank of China. Et on voit en rose ce qui a été déclaré. Vous le voyez, il y a une très forte différence. On regarde un petit peu ce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. L'argent, pour moi, a des très beaux jours devant lui.
On est à des niveaux plus hauts qu'on n'avait pas atteints depuis 14 ans. Je reste, pour moi, c'est que le début, hein. Il n'a pas encore dépassé son plus haut historique contrairement à l'or. L'or a buté pendant longtemps sur les 2000-2100, a fini par franchir ce cap et ensuite a été vers les 3500. Récemment, l'argent a donc dépassé ce cap qui était à 34-35 $, qui est un cap très important qui a été dépassé. La prochaine résistance, elle est à 50 $. Donc pour moi, il y a vraiment un potentiel de hausse très très important, même si la hausse est très forte depuis le début de l'année. Voilà, je reste la composante industrielle et la demande est très très forte. Cette année, on va avoir une demande de 1200 milliards d'onces d'argent pour une production de 800 millions. Ça fait 5 ans qu'on a un déficit entre la production et la demande. Donc ça, c'est forcément très positif. On a le photovoltaïque, la demande explose. On a Samsung qui a déposé un brevet pour des batteries euh, qui durent plus longtemps et qui contiennent une grosse quantité d'argent. Donc, il va commencer la production en 2026 ou 2027. Voilà, tout un tas de raisons pour être favorable à l'argent. L'argent, c'est aussi l'or du pauvre. Et donc, il y en a beaucoup qui accumulent de l'argent pour faire face donc, à la perte de pouvoir d'achat de leur monnaie. Plutôt que l'or, ils le font aussi en argent. Euh, donc voilà, il y a tout un tas en fait de raisons pour lesquelles je suis toujours très 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 positif. Le rattrapage dont je vous parlais est en train de se faire, donc ça c'est le ratio de l'or sur l'argent. On était à des niveaux extrêmes, donc l'argent était sous-évalué par rapport à l'or. Là, le rattrapage est en cours et je pense qu'il devrait se poursuivre. Concernant l'analyse technique, c'est très 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 favorable. On a des schémas qui avaient mis plus de 40 ans, 50 ans, des formations qui a été cassée à la hausse ici. Et donc l'appel vers le haut est très important. Ça aussi, en fait, je ne vais pas investir en fonction de l'analyse technique. Ça va juste confirmer en fait et ça va pouvoir dicter mes points d'entrée ou de sortie. Euh, voilà, donc pour ceux qui vendent parce qu'ils ont atteint les 35 $, moi c'est pas le cas, je préfère continuer et je me dis que c'est que le début. On a aussi de nombreuses banques qui parient à la baisse sur l'argent, des contrats énormes à la baisse. Compte tenu de la hausse du prix de l'argent, à un moment, ces banques pourraient être contraintes de couper leur position et de se couvrir en achetant de l'argent, ce qui pourrait entraîner ce qu'on appelle un silver squeeze et une très 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 forte hausse du métal. Voilà. Récemment, on a eu pas mal d'acteurs d'ailleurs qui ont parlé de l'or. Il y a Jeff Gundlach, qui est le gourou du monde obligataire, qui a dit que l'or, c'était pas seulement pour les survivalistes, c'est pas seulement pour ces gens-là qui se disent on va accumuler de l'or. Non, non, c'est une vraie classe d'actifs qui devrait être considérée, qui est encore aujourd'hui très largement, on va dire, déconsidérée par les acteurs institutionnels. Les family office, il y avait une étude de UBS qui dit qu'il y a l'investissement dans l'or n'est que de 1%. Quand on regarde les institutionnels aussi, les fonds de pension, etc., les niveaux sont très très faibles et c'est une valeur qui est délaissée encore pour le moment, de moins en moins parce qu'on est forcément obligé de la regarder et, et de se demander si on ne devrait pas en mettre une petite portion. C'est un marché qui reste quand même, par rapport par exemple au dollar à la dette américaine, très petit, hein. Donc si on a juste 1%, 2%, 3% qui va être de l'argent des fonds de pension ou des institutionnels qui va aller vers les métaux précieux, on pourrait voir une hausse spectaculaire. Donc l'or est pour moi l'unique valeur refuge. Une valeur refuge, c'est une valeur qui, en cas de perturbation, vous permet de conserver votre pouvoir d'achat. C'est ce qu'a fait l'or à travers les siècles. Le dollar américain aujourd'hui pourrait bénéficier de flux financiers si on avait un gros choc, soit sur les marchés financiers, soit géopolitiques, puisque en termes de profondeur et de liquidité,
C'est encore, par rapport aux autres monnaies, ce qu'il y a de moins moche. Il y a d'autres actifs, hein, l'or bien entendu, mais l'or c'est un petit marché. C'est encore ce qu'il y a de moins moche. On n'est pas sur le concours du plus beau, on est sur le concours du moins moche. Par contre, voilà, à moyen, long terme, je pense que le dollar perdra de son statut de réserve internationale. Je pense qu'on est à l'aube d'une réinitialisation du système monétaire international. Les pays n'acceptent plus les États-Unis comme pays hégémonique, avec les sanctions, avec les menaces. Ça ne passe, ça passe de moins en moins. On a aujourd'hui des puissances comme la Chine, comme la Russie, d'autres puissances qui sont aujourd'hui suffisamment solides pour pouvoir progressivement se désengager du dollar et créer leur propre système. Donc voilà, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pour moi, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Mon scénario principal, c'est une forte baisse des marchés financiers. On a quand même le risque du yen carry trade, comme on l'a vu en août dernier, qui peut entraîner une baisse très importante. Les taux actuels au Japon sont très élevés par rapport à ce qu'ils ont été ces dernières décennies. On a le problème de la dette américaine. On a beaucoup de problèmes aussi, des tensions géopolitiques qui pourraient, si elles étaient menées à escalader, entraîner une catastrophe avec le prix du baril qui s'envole et sur nos économies et même autres. Donc voilà, pour moi, on est à l'aube d'un cycle qui sera très favorable aux matières premières avec une rotation sectorielle des actions et obligations vers les matières premières. On n'en est qu'au début, que ce soit les matières premières, l'or, l'argent, le platinium, le palladium, le pétrole, les matières premières agricoles, etc., etc. Je suis très favorable. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je suis très heureux d'y répondre dans les commentaires. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu. Et je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.